Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOCK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. La première question que j'ai à me poser concernant cette série, c'est pourquoi on m'en a pas parlé plus tôt? Parce que la série The Mist de Netflix est trop bien en fait. Et savoir que la série déjà date de 2017 et ensuite a été annulée, bah je suis trop triste. Parce que je sais que la série elle aura jamais de fin. Alors on va faire comme pour Silo, on va diviser la série en deux parties. Parce que c'est aussi 10 épisodes vachement longs. D'ailleurs la partie 2 de Silo sort enfin aujourd'hui parce que bon, ça fait quand même plus d'un mois qu'on a parlé de la première partie. Mais là on va parler des 5 premiers épisodes de la série The Mist, qui est donc une série qui adapte, oui je remets mon coussin, Bobby, hop, Bobby, qui adapte donc le roman The Mist de Stephen King. Il y avait déjà eu une première adaptation du roman en 2009, non, 2007, non 2009, c'est ça, qui est donc une adaptation plus proche que la série du roman, parce que dans le roman de base, c'est un petit peu comme dans le film, ça veut dire que on est piégé dans un supermarché, c'est ça, ouais c'est ça, sauf que The Mist, c'est une nouvelle. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas très bien en littérature, il y a une différence entre un roman et une nouvelle. La nouvelle The Mist, c'est 50 pages. C'est très court, une nouvelle. C'est un petit livre. Là où un roman, c'est un roman, quoi. The Mist, c'est une nouvelle qui a été publiée d'ailleurs dans un recueil de nouvelles. Souvent, quand les grands écrivains font des nouvelles, ils vont ensuite les faire résumer dans une sorte de compilation de petites histoires. Et The Mist fait partie de ces petites histoires. Et le premier film qui est sorti, de Frank Darabont, avait eu des critiques plus ou moins mitigées, il me semble. Certains admiraient le film, d'autres ne l'aimaient pas beaucoup. Il y avait des défauts, on en reparlera quand je ferai la critique, mais notamment les créatures en CGI qui ont un petit peu mal vieilli et qui en plus vu le budget du film, à savoir 18 millions de dollars, sont pas de la plus grosse des qualités, c'est des effets spéciaux qui étaient ok pour l'époque et qui aujourd'hui sont très fort pas beaux, surtout les tentacules dans le garage. Autant les autres créatures ça va parce qu'elles sont dans la brume, du coup voilà ça fait un peu cache-misère. Autant le reste, bon ouais, c'était pas super, ma caméra bug. Autant le reste c'était pas spécialement le truc le mieux fait de l'histoire. Mais voilà, le film The Mist avait quand même beaucoup de qualité. Mais la série The Mist, donc enfin la série arrive plusieurs années après, presque 10 ans plus tard. Le film, voilà, fait son petit bonhomme de chemin. Il a une fin qui est d'ailleurs différente du bouquin. Mais sachez que Stephen King a précisé que si jamais il aurait pensé à cette fin, il l'aurait écrite. Comme quoi que la fin du film The Mist était incroyable. Et la fin du film The Mist était tout simplement géniale. Voilà, j'ai trouvé insane. Et donc en 2017 arrive cette série The Mist qui n'est pas une adaptation précisément du roman, enfin de la nouvelle, ça se passe pas dans la même ville, c'est pas le même personnage, c'est simplement qu'on reprend le concept de la brume qui débarque sur une petite ville. Parce que c'est le consensus de base de l'histoire de The Mist, hein, c'est pas une brume, qui débarque sur une petite ville. Dans cette brume, il y a des créatures qui y vivent. Et comme pour le film, même si c'est assez peu exploité dans le film, ça l'est beaucoup plus dans la série, la brume est en réalité causée à cause d'une expérience militaire, le projet Arrowhead, qui parle de voilà, dimensions parallèles, etc. Sachez que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, au point qu'il a été l'une des bases d'inspiration de Nowhere. Si vous me suivez sur la chaîne, vous devez savoir ce que c'est Nowhere. Nowhere, le principe de base, c'est quoi? C'est le monde entier, là c'est pas juste une petite ville, est envahi par une brume dans laquelle il y a des créatures. Parce que moi, à la place d'être des créatures proches de Lovecraft, c'est plus des robots. C'est un peu Horizon. Sachez que je sais que du coup ça ressemble à du plagiat, je me le suis dit, mais au pire, fuck, hein, sinon Silent Hill aussi c'est du plagiat. C'est aussi une ville avec de la brume et les créatures vivent dans la brume. Au bout d'un moment, de toute façon, l'originalité ça n'existe plus. Donc je me suis dit,
Merde, voilà. Mais revenons sur la série. La série, je me suis dit, bon, j'avais beaucoup aimé le film. La série n'y est pas liée, bien évidemment. C'est une nouvelle série, c'est une nouvelle adaptation. On va voir ce que ça donne. Eh ben, putain de merde. J'ai pas d'autre mot. Putain de merde, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors, il y a des détails qui sont assez intéressants dans la série. Déjà, les effets spéciaux, c'est pas de la plus grande qualité. Faut l'avouer. Il y a certains effets spéciaux, ça, c'est pas très beau. Alors, quand c'est des effets pratiques, comme la bouche arrachée de cette pauvre dame, franchement, c'est très bien fait, je trouve. Mais t'as certains effets spéciaux, notamment sur les personnages, etc., qui sont vraiment pas très beaux. Qui font fort effets spéciaux un petit peu de séries sci-fi. Si vous connaissez la chaîne Sci-Fi, c'est une série qui passe beaucoup des trucs de science-fiction, d'horreur. Je suis sûr et certain que The Mist est passé sur Sci-Fi parce que ça a vraiment la gueule d'une série comme ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant que les trois quarts des séries Sci-Fi, honnêtement. En fait, Sci-Fi, c'est un petit peu pour les séries ce que Asylum est au film. C'est-à-dire que c'est souvent des trucs bas budget, qui sont pas très qualitatifs, et de temps en temps, t'as une pépite. Et Asylum, il y a pas de pépite. Vraiment, c'est jamais un bon film. Au grand max, c'est un bon nanar. Mais voilà. La série The Mist a vraiment quelque chose. Elle est vraiment, vraiment bien pour le coup. Alors, encore une fois, comme pour Silo, c'est que les 5 premiers épisodes. Mais je trouve qu'il y a vraiment des points qui sont intéressants à exploiter. Déjà, la brume. Dans le film de Frank Darabont, Frank Darabont vous le connaissez, c'est notamment le showrunner de la première saison de j'ai oublié le nom, The Walking Dead, et il a aussi travaillé sur beaucoup d'adaptations de Stephen King, notamment La Ligne Verte, et c'est celui qui avait fait donc The Mist, le film. Mais contrairement au film The Mist où là la brume dans la brume on a des créatures qui sont fort physiques et la brume est un petit peu plus vue comme je vais dire un antagoniste scientifique, dans le sens où il y a un petit côté monstre, extraterrestre, etc. dans la brume, c'est fort terre à terre. Là, la série a une approche beaucoup plus spirituelle de la brume. Les créatures sont beaucoup moins extravagantes. Je veux dire, là pour l'instant, dans les 5 premiers épisodes, les seules créatures qu'on voit, c'est une ombre qui aspire à l'âme des vivants, des insectes qui vous font vous pousser des ailes. C'est des trucs très liés à la religion. Et même en fait, l'un des cadres principaux de la série, il y a 3 cadres, puisqu'il y a 3 personnages principaux. T'as la fille et la mère, donc Eve et Alicia. Alex, non c'est ça, c'est Alex. Tu as le père, qui a sa propre histoire, et tu as le policier qui a sa troisième histoire. Et le policier, justement, son histoire se passe dans une église. Il y avait beaucoup déjà ce côté religieux dans le roman et dans le film avec le personnage de la mademoiselle Carmody, mais là, une grosse partie de l'intrigue se base sur ce côté religieux, avec le prêtre qui pense au jugement dernier, à l'Armageddon, avec la vieille femme folle qui lit tout ça, à Dieu, etc. T'as beaucoup plus ce côté spirituel dans les créatures de la brume, donc c'est un peu différent. Autre chose aussi, c'est qu'on perd le côté huis clos qu'avait le film. C'est vrai que le film n'était basé que dans un supermarché, comme dans la nouvelle. Mais dans la série, on a 3 points de vue dans 3 lieux différents. On a une église, on a le père avec 2-3 personnages qui lui gravitent autour et qui vont former une petite équipe, qui sont des personnages qui ne sont pas sédentaires, ça veut dire qu'ils vont pas rester à un endroit durant la brume, ils vont partir d'un centre, enfin ils vont partir, non pas d'un centre commercial, je sais plus d'où ils partent. Ils partent, j'ai oublié, ils partent du centre de police, c'est ça, ils partent du centre de police et ils vont jusqu'à un hôpital. Et tu as la mère et la fille qui, eux, sont enfermés dans un centre commercial. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ces 4 personnages-là, donc c'est... alors le noir, j'ai oublié son nom, c'est Brian, ouais, c'est ça. Tu as le père, tu as le gars, Adrian, voilà, c'est ça. Et tu as ici Mia. Ces 4 personnages-là vont passer d'abord d'une station de police à ensuite un centre hospitalier, donc un hôpital, les urgences, pour être précis. Et tu as ensuite la mère et sa fille qui, eux, vont rester coincés dans un centre commercial, un petit peu comme les personnages du film. Et ces 3 éléments-là, ces 3 points de vue-là vont faire qu'on va avoir une manière à chaque fois différente de voir la survie dans l'univers de The Mist. Par exemple, les personnages de Alex, donc la fille, et Eve, la mère,
ces deux personnages-là vont devoir un petit peu découvrir des personnages, les habitants donc dans le centre commercial, qui vont créer une petite communauté. Et très rapidement, ça arrive dès les premiers épisodes. Dans, dans le côté avec Mia, le père, etc. et les autres personnages de ce style-là, oh, il y a 2 fois la même image, merde. On va avoir un côté beaucoup plus, on attend l'armée. Je veux dire, aux urgences, c'est toujours comme si la brume n'existait pas et que juste on est bloqué dans un hôpital, mais ça reste les États-Unis, ça devient pas une petite communauté, voilà, il n'y a pas ce côté-là. En plus, les personnages bougent, ils ne restent pas au centre commercial, là où la mère et Alex, donc Eve et Alex, voulaient bouger, mais au final n'ont pas bougé, ils sont juste partis de l'endroit où était tout le monde et ils sont allés dans un autre endroit au centre commercial. Et pour ce qui est du flic, il est dans un endroit où la religion va beaucoup plus être prioritaire, et où donc on va avoir voilà la messe qui va être là et tout. Ah oui, ils partent aussi de là, ils vont d'abord, ils sont d'abord au centre de police, donc les 4 personnages là, puis ils vont à l'église, et puis après ils partent de l'église vers le centre commercial. C'est ça l'histoire. J'avais oublié qu'ils étaient à l'église carrément. Donc voilà, c'est un petit peu 3 points de vue différents de voir la situation. Et c'est un peu différent du film, mais c'est en soi plutôt intéressant comme point de vue. Parce qu'on a vraiment 2 manières différentes de voir cet apocalypse qu'est la fameuse brume de The Mist. Aussi, contrairement au film, donc je l'ai dit, le projet Arrowhead, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le projet militaire qui est la cause de la brume dans le roman The Mist. Alors c'est un petit peu vague dans le roman, c'est carrément pas là dans le film, genre on en parle 3 fois dans le film, c'est beaucoup plus présent dans la série. Dans la série, le personnage de Brian, donc le mec devant là, fait partie du projet Arrowhead. On va avoir des militaires au centre commercial qui font partie du projet Arrowhead. On va avoir des documents trouvés dans certains endroits qui font parler du projet Arrowhead. Les militaires parlent du projet Arrowhead. On parle beaucoup plus de ce projet et je suppose que dans les 5 prochains épisodes, vu ce qui se passe à la fin de l'épisode 5, on va comprendre encore plus ce que c'est, parce qu'à la fin de l'épisode 5, tu as Brian qui comprend qu'en fait il n'est pas Brian, il est une autre personne, mais juste qu'il a oublié son nom, parce qu'au début de la série, on voit qu'il se réveille hors de la brume, sans savoir qui il est, avec l'uniforme de Brian Hunt, donc le fameux militaire qui fait partie du projet Arrowhead. Il a un chien à côté de lui, et il se prend la brume en pleine poire. Il va se la prendre en plein dans sa face. Le chien qui était avec lui, il va mourir. Et à la fin de l'épisode 5, on a une nouvelle personne, un autre personnage qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle aussi Brian Hunt et qui est en fait le vrai Brian Hunt et qui annonce s'être fait tabasser par un collègue à lui, qui est donc en fait le faux Brian Hunt qu'on suit depuis le début de la série. Commencez un petit peu à comprendre. Donc l'épisode 5 est beaucoup chargé en révélations pour le coup, donc ça j'aimais beaucoup. Ce côté militaire qui est pas dans le dans le film est plus présent dans la série. Et c'est un choix, voilà, de faire ça, mais c'est un choix qui fonctionne bien pour le coup, pour la série. Autre chose aussi que j'ai à dire, c'est que il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petites sous-intrigues, etc. Et c'est un mal et un bien en même temps. C'est un bien parce que du coup, t'as l'impression qu'il se passe énormément de choses dans la série. Et à chaque fois, t'es happé un petit peu par la série en te disant ah, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe plein de trucs, c'est trop bien. Et d'un autre côté, toutes ces petites sous-intrigues te perdent un petit peu sur le fil principal, ce qui fait qu'il y a 5 épisodes où les personnages se déplacent et essayent de vivre. Et l'histoire du projet Arrowhead n'arrive qu'à la fin du 5e épisode, donc à la moitié de la série. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir divisé, comme ça au moins par la suite on parlera encore plus du projet Arrowhead. Donc d'un côté c'est bien parce que du coup t'es happé par la série, tu te fais waouh il se passe plein de trucs, c'est trop bien. Et de l'autre côté ça empêche en fait le développement de l'intrigue principale. Je pense que si on aurait retiré 2-3 sous-intrigues de la série, on aurait pu réduire la série à 8 épisodes. Après, est-ce qu'il y a besoin de la réduire? Pas spécialement, parce que c'est pas... ça, on va dire que ça dévore pas trop le temps d'écran de l'intrigue principale pour que ce soit dérangeant. C'est juste que, du coup, on prend plus de temps pour la développer. Donc en soi, ces 5 premiers épisodes sont vraiment bien. Alors je vais pas parler de tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler de l'histoire de viol d'Alex. Genre au début de la série, avant que la brume arrive, on a Alex qui se fait violer. On a une sorte de doute qui est
qui planent autour de ça. T'as des personnes qui vont croire qu'elle ment, t'as des personnes qui vont croire qu'elle est comme sa mère parce que Eve avait dans son adolescence beaucoup de problèmes avec des garçons qu'elle fréquentait, elle changeait de mec tous les soirs, comme elle l'explique d'ailleurs dans les flashbacks. Qui arrivent à partir de l'épisode 4. À partir de l'épisode 4, en fait, on a des flashbacks plusieurs années avant ça, où Eve et c'est Matt, le père, je sais plus, vont avoir une discussion autour justement du passé de Eve. En plus, au début de la série, on apprend qu'elle voulait instaurer l'éducation sexuelle à l'école. Donc voilà, elle s'est fait un peu passer. Enfin, elle est décrite comme une pute par. C'est pas moi qui invente le mot, hein, c'est littéralement le mot qui est marqué sur leur parking. Mais voilà, les gens la traitent de salope en gros. En plus de ça, du coup, on traite sa fille de menteuse alors que bah, comme le dit le médecin dans le premier ou le deuxième épisode, il y a bien eu pénétration, donc ça veut dire qu'il y a bien eu un viol. Le truc, c'est qu'elle a été droguée, donc elle ne sait pas vraiment. La seule personne qui était témoin de ça, c'est Adrian, donc le fameux garçon qui est à côté de lui. Sauf que Adrian, on t'explique bien dans la série, on te le montre un petit peu. Alors, c'est pas son seul trait de personnage, mais c'est beaucoup présent dans la série, qu'il est pan et il me semble qu'il est pan et gay, je crois. Pan, on le dit pas spécifiquement, mais juste on te le fait comprendre parce qu'il dit clairement que pour lui le physique n'est pas important. C'est la définition de la pansexualité. Et je pense qu'au bout d'un moment, il dit aussi qu'il est gay, mais je sais plus vraiment. Je pense qu'il est pan et gay, je crois. Les deux sont pas. Ils peuvent. Hein, c'est compliqué quand même comme situation. Mais bref, c'est pas spécialement important dans la série, mais on te le dit. Et comment expliquer ça correctement? On te le dit, et en même temps, on te dit que c'est la seule personne à avoir été témoin du viol d'Alex. Donc, je vais placer ma petite théorie et je vais terminer ma vidéo là-dessus. Moi, depuis le premier épisode, je pense que c'est Adrian qui a violé Alex. C'est un peu gros. C'est le seul mec qui est pas là. On a un petit peu insisté dans le premier épisode en disant ouais non mais il est pan, il aime, enfin ah non pan et gay ça peut. Est-ce que ça peut être parce que pan techniquement c'est ne pas regarder le physique, c'est ne regarder que la personne ce qu'elle est dans l'âme on va dire et bah gay c'est homme et homme. Je sais pas si c'est possible d'être les deux en même temps. S'il y a des LGBT, dites-moi dans les commentaires, j'en sais rien. Je m'y connais pas très bien là-dedans, mais bref. Il me semble que dans la série, on dit qu'il est les deux. Je peux me tromper. Je sais pas si c'est possible d'être les deux en même temps. J'en sais rien. Mais bref. Je pense sérieusement que c'est lui qui a fait le coup. Parce que dire que c'est la seule personne qui était présente, insister un tout petit peu sur le fait qu'il est pas hétéro, pour montrer ah non, mais ça peut pas être lui. Il est pas hétéro, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Bah oui, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Sachant que 5 épisodes après, il viole un mec. Enfin, en tout cas, il l'agresse sexuellement. Il n'y a pas d'autre mot, il l'embrasse contre son gré. Voilà. Je laisse planer le doute, mais... Hein. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.